Wilfried Adou, Virgile Arouansé. Bienvenue à tous, vous êtes au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité socio-politique sur Soleil FM. Et vous avez bien raison, pour le compte de cette 115e édition, nous évoquerons les suites du scrutin présidentiel dont l'épilogue est attendu pour le 6 avril. Virgile Arouansé, bonjour. Bonjour Wilfried Hervé Adon, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle aventure dominicale. C'est officiel depuis plusieurs jours. Patrice Talon est déclaré élu président de la République et il prête serment mercredi prochain. Et il est peut-être encore temps de revenir sur le dénouement invraisemblable de cette compétition électorale, mais aussi d'explorer au moyen d'une analyse croisée les défis que doit maintenant relever le nouveau président. Deux analystes chevronnés sont conviés pour cet exercice. Maury Yabokou, communicant et stratège opérationnel en communication institutionnelle pour le compte du PNUD en Guinée, puis Maurice Tiabi, chroniqueur politique et correspondant au Bénin de Reporters sans frontières. Messieurs, bienvenue, bonjour. 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 Alors, vous avez été acteur pour l'un et observateur attentif pour l'autre de cette élection âprement disputée. On peut donc en déduire que vous avez une excellente lecture des événements que nous venons de vivre. Quelles sont les principales leçons qu'on pourrait citer, tirer, j'allais dire, de cette mémorable compétition en matière d'organisation, en matière de comportement des acteurs, en matière de discours politique? Maury Yabokou. Personnellement, je suis plutôt enclin à dire que la première leçon qu'on peut en tirer, c'est que le Bénin retrouve un peu de crédibilité dans le cadre de sa capacité à organiser des élections, parce que les derniers scrutins que nous avons connus au cours de ces dernières années ont donné à croire que nous avions baissé un peu dans la hiérarchie. Je ne sais pas s'il y a un classement qui se fait quelque part pour hiérarchiser la mise en œuvre des processus électoraux, mais la dernière présidentielle qui a été organisée par la Sénat ici me donne à croire que malgré quelques ratés qui sont presque toujours partie prenante d'un scrutin, il y a quand même de quoi s'en satisfaire. Le scrutin a connu peut-être deux ou trois grandes faiblesses, notamment la question de l'indisponibilité des cartes d'électeurs, on ne reviendra pas là-dessus. Le report d'une semaine, à part ça, je crois que ça a été fait à temps. Et puis ce que tout le monde a salué, en dehors du fait qu'il y a une pléthore de candidatures, d'ambition et de prétention, je ne vais pas dire de prétentieux, les résultats ont été donnés à temps et le deuxième tour s'est fait avec moins de problèmes que le premier tour et au final, comme vous l'avez dit, il y a un nouveau président qui est élu. Donc la première leçon que moi j'ai tirée, c'est que nous avons retrouvé un peu plus de talent, un peu plus de qualité, un peu plus de couleurs. Mais Maury Yabokou, au-delà de ce bon comportement qu'on pourrait noter de la part des organes de gestion de l'élection, vous avez suivi également la campagne, les acteurs politiques, les candidats engagés dans la compétition électorale. Comment appréciez-vous le discours qui a été tenu? Enfin, on peut noter que cette fois-ci déjà, contrairement aux fois passées, nous avons, pour la plupart, ils nous ont présenté des projets de société. C'est une innovation, ça. Non seulement c'est une innovation, pour les quelques-uns qu'on a vus comme projet de société, il faut quand même saluer la qualité de l'élaboration. Moi, personnellement, je ne suis pas très bien placé pour juger là-dessus, parce que, ayant été, du point de vue technique, d'un apport, d'une contribution pour l'un des candidats, je ne vais pas refaire la campagne ici. Enfin, c'est terminé, hein, ça, la campagne. Bien, donc... ça ne corrigerait rien de toutes les façons. Parce que ça suppose qu'il y a eu des fautes. Ah non, non, donc... non, ceux qui ont eu le courage de présenter les projets de société qu'on a vus, il y a quand même eu de l'élaboration. Et ça, c'est heureux de voir que ceux qui ont l'ambition de diriger comprennent de plus en plus qu'il faut faire un diagnostic avant de commencer par proposer des remèdes et des solutions.
Oui, Maurice Diaby, vous, dans votre retranchement, vous avez dû observer tout ce qui s'est déroulé. Si on vous demandait, de votre point de vue, quels sont les ingrédients qui ont conduit, n'est-ce pas, au dénouement auquel nous avons assisté? Les ingrédients, je ne sais pas d'abord, parce que je ne suis pas un médecin légiste de la politique pour essayer de décortiquer. Vous avez observé quand même. J'ai observé et je crois pouvoir dire... j'ai eu un regard très attentif, contrairement à mon confrère, donc qui était d'une écurie. Oui, moi j'ai essayé dans la mesure du possible de conserver mon statut d'électron libre, donc je ne m'en cache pas, donc ni pour l'un ni pour l'autre. À la limite, peut-être je suis contre tous ceux qui sont pour. Bon, de toute façon, ça c'est pas nouveau non plus. Et maintenant, pour en revenir à votre question sur les ingrédients qui ont pu contribuer à cela, je pense qu'il y a deux pôles d'attraction pour ces élections, deux pôles essentiellement. D'abord du point de vue de nos compatriotes, les électeurs, et ensuite maintenant le comportement des principaux acteurs, c'est-à-dire les candidats. Mon confrère l'a déjà dit, je m'inscris donc tout à fait dans cette ligne-là pour reconnaître et constater que les Béninois ont fait preuve cette fois-ci donc d'une sagesse, d'une maturité politique, et pour rester un peu égal à nous-mêmes par rapport à notre réputation. C'est vieux maintenant, ancien quartier latin de l'Afrique. Mais plus récemment, en 90, nous sommes quand même les pères fondateurs de la conférence nationale dans le monde. Certains ont même estimé, Maurice Diaby, que la présidentielle de 2016 est l'une des meilleures élections, si ce n'est la meilleure élection que nous avons pu organiser depuis... Absolument. 1990, vous êtes d'avis? Absolument, je crois que c'est incontestable. Cette fois-ci, vraiment les Béninois ont fait preuve de maturité. Mais on ne doit pas oublier non plus le comportement des candidats. Et de ce point de vue, moi je suis agréablement surpris par la sagesse dont les candidats ont fait preuve pour la première fois. Au cours de notre expérience démocratique, on a réussi à organiser un débat télévisé qui, ma foi, a tenu la route. Et ça, c'est incontestable. C'est une grande première. Moi, je pense que les confrères ont fait preuve vraiment d'un grand professionnalisme. Et puis, les candidats également, de leur côté. À mon sens, pour avoir été témoin de tout le processus dans ce pays, c'est bien la première fois que le candidat battu a eu la sagesse donc très tôt de passer un coup de fil. Sagesse. Oui. Et ça aussi, c'est plutôt de lucidité. Oui. Mais je pense que ça c'est à mettre aussi. On pourrait parler de réalisme aussi. Oui. Mais absolument, ça n'a jamais été fait. Nous attendons l'ultime cérémonie de passation de service donc pour la semaine prochaine. Et on espère que ça va suivre également la voie de la maturité, que ce ne sera pas comme la dernière cérémonie de passation de service entre Mathieu Kérékou et Yaïbouni. Voilà, ce qui n'a jamais eu lieu d'ailleurs, cette passation de service. Et dites-nous, une bonne élection, une bonne organisation, est-ce que le mérite ne revient pas en grande partie à la Sénat? Est-ce qu'on n'est pas en train de tirer là les gains, les bénéfices d'une Sénat permanente? Moria Boko. Ouais, ça je l'avais déjà dit, mais on a noté aussi qu'il y a eu quelques ratés. La Sénat permanente telle que nous l'avons là, je peux dire que c'est d'abord un coup de C. C'est dans la mise en œuvre, c'est dans la pratique, c'est aussi dans la capacité à se professionnaliser que nous irons plus de l'avant. Et il y a déjà un premier acquis, c'est qu'aujourd'hui on ne se casse plus la tête à la veille de chaque élection pour savoir comment est-ce que les démarcheurs qui désignent les gens vont chercher à faire monter les enchères, à tourner tout le monde en bourrique en essayant de tirer à eux les marrons du feu. On sait qu'il y a une équipe qui est en place, même s'ils n'ont pas été choisis par le bon Dieu. C'est des politiques, je ne voulais pas dire des politiciens, pour la plupart qui les ont mis en place, mais ils savent qu'ils ont un mandat. Il y a des thèmes de référence et il y a des indicateurs objectivement vérifiables qui nous permettront de savoir si le casting a été bon ou pas, en dépit de quelques petits problèmes de personnes et d'intérêt qu'on a vu
Je ne vais pas citer les noms, tout le monde a suivi ce qui s'est passé dans le cadre de la capacité des uns à juger de la qualité de l'autre, à gérer les ressources de la Sénat. On a une équipe qui est en place, ils sont attendus, ils ont fait un premier test. Je crois que la mention n'est pas mal. Souhaitons-leur beaucoup de courage, mais restons en éveil. Nous souhaitons qu'ils s'améliorent. Alors, dans la pratique, quand on est de bonne foi et quand on veut avancer, on s'améliore. Quand on est soucieux de faire du bien, de faire bien, on finit par y arriver. Parfait. Alors, les résultats de cette élection, on l'avait déjà constaté au premier tour, les partis politiques traditionnels, notamment la Renaissance du Bénin et le Parti du Renouveau démocratique, ont manifestement choisi de naviguer à compte courant de l'aspiration des Béninois à la rupture ou au changement. Avec le recul, avez-vous pu appréhender les déterminants de cette option qui, pour beaucoup de nos concitoyens, reste incompréhensible, Maurice Chabi? Écoutez, comme dirait l'autre, rien n'est nouveau sous le ciel politique, pas plus chez nous qu'ailleurs. Moi, je ne vois rien de nouveau dans l'attitude de ces principaux partis politiques dont vous venez de parler, dans la mesure où il faut savoir les vraies motivations de nos hommes politiques au Bénin. Donc vous n'avez pas été surpris par le choix de la Renaissance du Bénin du PAD? Non. Pourquoi? La raison est très simple, j'allais en venir là, à savoir que nos partis politiques n'ont pas eu de motivation réelle pour des missions bien données. Je veux peut-être être un peu direct. Chacun des partis politiques, y compris les leaders qui les animent, sont beaucoup plus soucieux de leurs propres intérêts. J'ai peut-être par rapport à beaucoup d'autres, j'ai l'avantage d'avoir suivi tout le processus démocratique depuis la conférence nationale, avec à la clé 4 élections présidentielles. Que ce soit les candidats ou même ceux qui nous ont dirigés, il y a un dénominateur commun pour tous ceux-là, c'est la recherche de leurs intérêts personnels. Et dans ces conditions, je ne suis pas étonné que les candidats qui sont les mieux placés ou ceux qui sont élus puissent avoir le suffrage ou l'adhésion de ceux. Donc nous ne sommes pas dans une phase de combat d'idées. Quand vous parlez d'intérêt personnel, vous pensez à quoi? Des positionnements avantageux, vous pensez à des transactions financières? Absolument. À quoi pensez-vous? Oui, je pense simplement que nos hommes politiques, bien entendu, je remarque que cette fois-ci, ils ont pu élaborer des programmes qui tiennent plus ou moins la route. Mais au-delà de tout ça, ce sont pour moi des oripeaux. Ce qui est important, c'est comment chacun va tirer son épingle du jeu. Je veux dire que le combat politique au Bénin n'est pas un combat ce n'est pas un combat pour un idéal, ce n'est pas un combat pour des idéaux. Non, c'est beaucoup plus. Je vais vous donner un exemple. Vous permettez de ne pas citer le nom, puisque nous parlons de nos hommes politiques. Il y en a eu un en particulier à qui j'ai téléphoné parce que je ne comprenais pas un peu ces atermoiements et ces prises de position qui n'étaient pas pour moi. Au cours de cette présidentielle. Au cours de cette présidentielle, je lui ai téléphoné personnellement pour dire écoutez, je ne vous comprends plus. Parce qu'il insultait les gens? Pardon? Parce qu'il insultait les gens? Pas du tout. Mais bien au contraire, je dis ces atermoiements, son instabilité dans ses prises de position, parce que j'ai pu apprendre qu'il a fait des déclarations, même si elles ne sont pas officielles, et je l'ai interpellé très amicalement là-dessus. Et il m'a répondu également amicalement, donc avec toute la franchise de qui d'ailleurs, je le remercie au passage. Il m'a dit, écoutez monsieur Chabi, moi c'est fini les combats, tous les slogans que nous lancions il y a, c'est pas moi, une dizaine, une quinzaine d'années. Moi aujourd'hui, je pense à moi-même, je pense à mon intérêt, je pense à ma famille, je pense à l'avenir. Donc vous comprendrez que mes prises de position ne vous étonnent pas. C'est parce que pense à l'avenir, ça veut dire qu'il est déjà d'un certain âge. Écoutez, cher confrère, oui. S'il n'insulte pas, donc ce n'est pas celui-là. Non, il n'a pas insulté. Non, moi, j'ai compris. Partager une interrogation. Oui. Donc, je pense que ce point de vue-là résume à peu près les comportements que nous remarquons avec nos hommes politiques. Et je ne peux pas leur jeter la pierre.
À chacun ses motivations, oui, Voilà. Vigile. Oui, mais Maury, a beaucoup, peu d'observateurs, peu d'analystes avaient pourtant vu cela venir. On disait plutôt que, eh bien, l'état-major politique qui gagne, les partis politiques gagnait presque les élections. Et donc, Lionel Zinsou était parti, puisque c'est lui qui a gagné les grandes artilleries. Que s'est-il passé? Pourquoi n'a-t-il pas gagné? C'est une question de déploiement de moyens. Et pour déployer les moyens, il faut en avoir les moyens et les ressources et la capacité de motivation. Nous avons fait une élection présidentielle qui est partie sur un constat simple. Les plus grosses écuries issues des dernières élections locales et législatives n'avaient la possibilité, constitutionnellement parlant, d'avoir un candidat en interne pour diverses considérations. Question d'âge, question de cohésion interne, question de moyens financiers aussi. Un peu. Mais surtout le refus de désigner le dauphin. Tous ceux qui passaient de l'autre côté de la barrière en leur sein, je ne vais pas citer le PRD, je ne vais pas citer l'UN, je ne vais pas citer le FCBE. À la RB, il y a papa, il y a maman, il y a Léadi, il y a Galiou, mais lequel est le dauphin? Donc, tout cela, on a vu, aucun d'eux n'a choisi le remplaçant, Idouane. Et donc, chacun d'eux a été obligé ou contraint ou satisfait d'aller chercher un candidat de compromis. Ça, c'était la peur de l'échec, peut-être. Non? Non, Et l'assurance de gagner peut-être aussi. Mais c'est trouver quelqu'un qui va venir, pas de très loin, mais d'ailleurs, porter l'héritage. Lionel Zinsou venait d'un peu pas trop loin, mais bon, pour ceux qui en parlent parce qu'ils savent de quoi ils parlent, il paraît qu'il est arrivé trop tard. Après qu'il y ait eu une série d'annonces où on s'est rendu compte que les annonces qui ont été faites dans ce camp-là, avant que lui ne s'installe, on servi d'abord à liquider ceux qu'on a annoncés comme le dauphin du président finissant, ou bien du sortant, je ne sais plus ce qu'il faut dire. Et lui a réussi, certainement avec son directeur de campagne, qui est celui à qui il était censé succéder, à rallier les plus grosses écuries politiques, RB, PRD et FCBE. Ça supposait a priori, avec les moyens qu'il a eu pour convaincre ceux-là, les attirer, faire le contrat avec eux, parce que ça ne se fait pas en l'air, ça se fait sur la base d'un contrat. Avec les moyens de l'État aussi qui ont été utilisés. Bon, j'ai parlé de moyens. Moyens, enfin. Et non, donc, vous n'avez pas voulu insister sur ça, Maury. non, je ne sais pas sur ça que vous voulez que j'insiste. Non, allez-y. Bien. Alors, les Béninois ont vu. Le seul problème, c'est que l'électeur béninois, même si ce schéma nous confirme que le multipartisme a encore de beaux jours devant lui au Bénin, et que de plus en plus, ça va se faire de plus en plus en coalition, tout le monde a oublié un facteur essentiel. C'est que après 10 ans, le Béninois moyen avait envie de voir autre chose. Il y avait cet effet de saturation. Que celui qu'on propulse comme ça, qui est très visible de loin aussi, ça, tout le monde a sous-estimé ça. Le deuxième facteur dont je veux parler, c'est que on sait maintenant que ce n'est pas parce qu'on est assis dans le fauteuil, qu'on détient les moyens de l'État, qu'on peut les utiliser comme on veut, qu'on est forcément le plus fort. On a assisté un peu à un phénomène d'obsolescence de la force de frappe de celui qui a déjà longtemps dirigé. Obsolescent, finissant. Lui-même s'en est peut-être pas rendu compte, mais il frappe sans toucher, il frappe sans faire mal. Bon, surtout en plus, lui, on connaissait son style. C'est impulsif d'abord, avant que la réflexion des autres. Le candidat Zinsou aussi l'a dit à travers une interview. Et vous l'avez vu, Maurice Tchabi, je ne sais plus si c'est vous qui en parliez tout à l'heure, vous avez parlé de la sagesse des candidats, mais il y avait un candidat dont le directeur de campagne n'avait pas montré autant de sagesse qu'on pouvait en attendre. Vous parlez de qui?
Parce que vous n'avez pas suivi. Non. Et peu importe, on ne va pas s'amuser à ce jeu en citant des noms ici. Mais vous Non, avez parfaitement c'est raison. sincère, hein. Ouais, tout le monde a compris à qui vous faites allusion. Mais pour moi, ce sont des incidents mineurs sur lesquels moi je ne m'attarde pas. Tout ça a donné du piment. Voilà, on sait qu'il y a des brebis galeuses un peu partout. On ne peut pas reprocher à quelqu'un, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, de rechercher en particulier ses intérêts en faisant faux bond à ses alliés. À entendre ce que vous dites, Maurice Chabi, on pourrait retenir qu'aujourd'hui, dans notre pays, quand on parle d'élection, les gens visent d'abord les intérêts particuliers, personnels, égoïstes, plutôt que l'intérêt général. Ça, c'est une conclusion qu'on pourrait tirer. Oui, mais ce n'est pas nouveau. Je ne fais que le constat. Encore une fois, moi, je suis journaliste, je suis observateur de l'actualité. Je vois comment les uns et les autres évoluent. Et comme je n'ai pas de parti pris, je me sens libre de discuter avec tout le monde. Et ce qui revient, donc, comme je l'ai appelé, dénominateur commun, c'est la recherche des intérêts personnels avant l'intérêt général. Avant l'intérêt général. Oui, mais c'est encore plus interpellant, non? Lorsqu'on sait que c'est celui qui a le plus souffert donc d'adhésion d'appareils politiques, c'est celui-là qui a fini par émerger presque contre toute attente. Parce que tous les peuples du monde entier sont un peu comme à l'image des Béninois, encore que nous, Béninois, on a des raisons d'être fiers de ce qui s'est passé. Mais je voudrais revenir un peu sur le comportement de nos candidats. Quand on s'étonne, vous avez posé directement la question pourquoi Lionel Zinsou a échoué. Alors je soutiens absolument les raisons données par mon confrère Maury Aboukou, mais à cela il faut ajouter aussi un élément très important. C'est, disons, son flirt, j'allais presque dire son mariage avec Yahi Boni. Il faut reconnaître aujourd'hui le niveau d'impopularité de Yahi Boni au bout de 2 mandats. Or, lorsque lui va s'associer à quelqu'un comme cela, on est d'accord que Yahi Boni a constitué pour lui pourquoi ne pas le dire, c'est un boulet au pied de Lionel Zinsou. C'est un boulet. Je pense que en particulier ni pendant la campagne ni au moment de cette fameuse émission de débat, il n'a pas su se démarquer suffisamment de Yahi Boni. Donc il se sent en quelque sorte de façon implicite comptable il a voulu endosser à la fois le bilan. C'est facile quand vous avez été adoubé par quelqu'un qui se donne lui-même corps et âme pour vous, de déclarer sur la place publique que vous n'en représentez pas la continuité. Je suis d'accord avec vous, tout à fait. La quadrature du cercle a défini dès le départ, a réglé dès le départ, ça n'a pas su être fait comme il le faut. Oui. Et il a préféré... Ça aurait pu être une entente entre lui et Boni Yahi. Oh oui, pourquoi pas, ça se fait ailleurs. Et puis bon, moi je ne sais pas pourquoi nécessairement il a passé plus de temps à vouloir chercher à prouver qu'il est d'abord béninois avant d'être même premier ministre, au lieu de montrer ce qu'il sait faire, ce qu'il est, ce qu'il représente. C'est vrai hein, que pour quelqu'un comme lui qui a tout réussi ailleurs, rentrer chez lui pour exister n'était pas facile non plus, parce qu'il a tout fait ailleurs. La seule chose qu'il n'a pas encore réussi à faire, c'est d'exister réellement ici. Il vient de faire son entrée en scène. Moi je suis de ceux qui parient que, contrairement à ce qu'on dit, il ne va pas plier ses bagages et repartir. Au contraire, il est rentré pour s'installer. Très bien. Absolument d'accord avec vous pour l'analyse prospective, pour dire que non, il n'est pas venu juste pour participer. Et la presse a affirmé sur RFI. Qui continue. Alors, après le coup de massue politique qu'elle a reçu, la Renaissance du Bénin gère les conséquences de son choix controversé. Le parti donne l'impression d'accomplir son examen de conscience et sort progressivement de sa torpeur. En tout cas, Lucas Tropo, lui, le maire de Boycon et secrétaire général du parti, a effectué une sortie médiatique cette semaine et on retient de ce qu'il a dit que, je cite, nos détracteurs comprennent, je le cite, que soit on est membre d'une formation politique, qu'on en respecte ses décisions, soit on démissionne. Fin de citation. Mais une question demeure. Que va faire maintenant la Renaissance du Bénin ou le PAD, alors que le PAD, là, s'est déjà rendu avec mes bagages à la rupture
Maurice Aboukou. Je vais rester dans votre registre pour dire si c'est un coup de massue, il faut leur donner le temps d'assumer le traumatisme. Parce qu'il y a eu un traumatisme. Le PRD a décidé de tourner kazakh même avant d'avoir fini de sentir le choc. C'est pas la première fois que Maître Mbeki nous habitue à la girouette. C'est pas grave, c'est pas nouveau. À la RB, si la décision a été prise, il faut bien analyser la manière dont elle a été prise, par qui, dans quel cadre. Et c'est après ça qu'on saura si Luc Atropo, qui parle en tant que secrétaire général exécutif. Il parlait plus en son propre nom. En son propre nom. Et se démarquait des choses. Moi, j'ai comme l'impression qu'il a pris position. Presque personnellement d'abord. Nous avons pris une décision, nous avons failli. Mais j'ai assumé par discipline de groupe. Moi, j'ai assumé. Tout à fait. Et je considère que c'est une page qui est tournée. Vous pensez qu'il est en train de dire là que la décision de soutenir Lionel Zinsou n'était pas venue de lui? Je n'irai pas jusque-là, mais je pense qu'il est en train d'abord de chercher son absolution. Ce qui est tout à fait normal. Et quand il aura fini, comme je le disais, de résorber le traumatisme, c'est quelqu'un que je connais très bien. Il est très bon dans les relations humaines, je veux dire. Et puis, comme maire de Boycon, ça se voit aussi. Il n'a pas fait dans la dentelle. Laissons le choc passer et puis on verra. De toutes les façons, la renaissance du Bénin telle qu'elle existe ne tient plus. Dans les grandes mutations auxquelles on va assister après cette élection présidentielle, il y aura de très forts mouvements de transformation sur la scène politique. Je suis sûr que la renaissance du Bénin restera un cas d'école à regarder de très près. Parce qu'il va falloir maintenant que papa, maman lui a dit comment on se remet en famille politique, comme en famille normale, ou bien chacun continue à aller de son côté. C'est démocratique, même si la démocratie domestique n'obéit pas à ces principes-là. Et quelqu'un comme Lucas Tropo, dont on peut dire ce qu'on veut, mais qui est quand même un des nouveaux leaders de la Renaissance du Bénin depuis quelque temps, il a été élu maire, élu député, il est au cœur du cercle. Donc quand on est au cœur du cercle, on a la possibilité d'avoir une vue panoramique. Et aussi, quand on manipule, de savoir pouvoir tirer les ficelles de tous les côtés, on appréciera aussi sa qualité à se sortir de ce traumatisme et à voir de quel côté il va aller. Ils vont faire comme le PRD, ou bien ils vont décider pour une fois de faire de l'opposition vraie. Non pas comme celle qu'on a fait avec Liadi, Yaïboni, où il y a toujours un une passerelle, RB au gouvernement, mais ça n'empêche pas la mairie de Cotonou de crier de temps en temps qu'elle est de l'opposition. C'est aussi une qualité d'artiste, pouvoir rester sur scène en restant sur deux chaises. Absolument. Alors, Maurice Chabi, enfin, les deux. Il n'y a pas de problème. Alors, je ne serai pas totalement d'accord avec Maurice. Il y a beaucoup d'autres aussi, d'ailleurs, parce que face à ce désaveu cinglant qui fait quasiment de Patrice Talon le nouveau président de la Renaissance du Bénin, quel est l'avenir de Liadi Sogo? Patrice Talon, président de la Renaissance du Bénin. Il a gagné dans la zone Fonfon, comme on dit. Dans la zone Fonfon, il a laminé la Renaissance du Bénin dans tous ses fiefs jusqu'à Bomé. Je vois, si c'est ça, je crois qu'on est plutôt d'accord, mais la Renaissance du Bénin n'est pas un parti Fonfon, comme vous dites, c'est un parti national. Même s'il qui ne fait pas de suffrage au nord. Il a son fief, mais vous avez oublié de noter que aussi au premier tour, Patrice Talon n'a pas fait de très bons suffrages au nord. Au second tour, à Parakou, vous pouvez regarder. C'est d'ailleurs la toute première fois depuis qu'Albin dit que quelqu'un a pu faire des suffrages. Absolument. Donc c'est un nouveau leader qui est né, mais il est né non pas en venant d'une chapelle politique, mais parce qu'il a démontré à nouveau qu'il connaît la justesse de la stratégie sur la scène politique au Bénin, et il l'avait fait pour quelqu'un. Il a décidé que par deux fois. Enfin, lui, une fois et demie. Bon, passons. Et c'est 2 fois, oui. On peut dire 2 fois. Il a décidé que ce qu'il a fait pour quelqu'un d'autre, il pouvait le faire pour lui-même. C'est une question de confirmation de soi d'abord. Parce que lui, les conditions dans lesquelles il est parti, le seul fait qu'il ait pu rentrer ici, être candidat à la présidentielle, c'était complet, total. Tout le reste, c'est cerise sur le gâteau.
Alors, Maurice Abi, oui, Oui, la question. vous posez la question sur la RB. L'avenir de Liali Soglo, par exemple. On ne peut pas envisager l'avenir de Liadi Soglo sans le rentrer dans la globalité de ce qui semble se présenter aujourd'hui à ce grand parti, au grand parti que la RBA était. Je pense que je disais tout à l'heure qu'il y a des intérêts divergents qui caractérisent les implications, l'engagement de nos leaders politiques. Je pense que le chaos un peu annoncé de la RB est l'illustration parfaite de ce que j'ai dit. Car vous avez les trois têtes, à peu près, hein, je schématise, les trois têtes de la RB aujourd'hui. Le président Soglo et son épouse, Liadi d'un côté, et de l'autre, de Gagnou. Est-ce que quelqu'un peut me dire aujourd'hui? Ça fait 4 têtes. Hein. Ça fait 4 têtes, oui. 2 têtes en une. Oui, Ta maman et quand on considère que... C'est des tendances. Voilà, papa et maman... Non, c'est de ça que je parlais. J'ai dit mauvais. la démocratie partisane là-bas, souchée sur, ou bien mixée avec la démocratie domestique. Voilà. C'est un cas d'école. Hein. Qu'est-ce qui les sépare fondamentalement? Est-ce que ce sont des programmes? Vous pensez que Liadi Soglo a un programme qui est différent du programme de papa et maman, et que de l'autre côté Gagnou aussi un programme qui met plus l'accent sur les ambitions qu'il nourrit pour le Bénin? Non. Fondamentalement, je pense que ce sont les intérêts égoïstes qui font que toutes ces trois personnes-là, de la même famille, n'arrivent pas à se retrouver. Donc nous avons un parti politique, des intérêts divergents. 3 courants d'intérêts à l'intérieur. Exactement, oui. C'est bien ça. Et c'est pas basé avec sur un des lien idéologies. familial. Avec un lien familial et un nom. Voilà. C'est pas pour c'est pas une querelle idéologique fondamentalement. C'est une querelle d'intérêt. Et c'est ça qui me permet moi de répondre à votre question. Qu'est-ce que Liadi va devenir? Eh bien, je pense qu'ils doivent être actuellement en train de chercher des voies de compromis qui permettent de sauvegarder leurs intérêts, car, encore une fois, j'insiste pour dire que c'est cela qui importe, pas seulement du haut de la RB. Vous n'avez pas cessé de parler d'intérêt depuis le début de cette émission. Quand on prend le cas Renaissance du Bénin, quels peuvent être les intérêts qui motivent le micmac auquel on a assisté là? Les intérêts sont très simples, à savoir que il y a eu dans la famille le père et la mère qui ont eu leurs heures de gloire. Quoi de plus normal que les enfants veuillent aussi leur emboîter le pas. Or, au moment où il faut passer le témoin, il y a un certain nombre de problèmes qui font que des luttes, encore une fois, d'intérêt entre le grand frère et le petit frère, chacun essaye de trouver sa voie. Je ne crois pas me tromper, tout le monde le sait qu'aujourd'hui, le père et la mère sont pratiquement out. Donc maintenant, il faut savoir, oui, on peut faire grand chose. Maintenant, il faut passer le témoin. Qui est-ce qui aura la même mise, qui aura le leadership sur le parti? C'est à ce niveau-là que le problème se pose pour la RB. Oui, beaucoup voient donc avec l'avènement de Patrice Talon que comme la fin donc de ce jeu, de cette histoire de la renaissance du Bénin, de cette histoire beaucoup plus des Soglo, Moria beaucoup. Non, je crois que pour Patrice Talon, il ne s'agit pas. Normalement, on devrait commencer par dire le président Patrice Talon, je crois. Enfin, Patrice Talon, ce n'est pas un avènement, c'est quelqu'un qui est sur la scène, peut-être dans une autre posture. C'est maintenant qu'il a pris la place de Boni Aïe ou qu'il va prendre la place de Boni Aïe? Maintenant qu'il a la stature du président de la République, qu'est-ce que ça va changer? Si j'ai bien compris votre question, je crois que la première chose... Pour son score dans la zone Fonfon, comme on disait, il a désormais avalé la renaissance du Bénin. Il y a longtemps que les fonds, depuis 90, puisque vous m'obligez à parler comme ça, n'ont pas été aussi présents sur la scène politique. Parce que c'est un milieu aussi où, pour être fort, il faut être un bon intrigant. C'est culturel. Histoire des royautés. Enfin, du côté de ma mère, qu'on me pardonne de le dire comme ça, l'intrigue est presque atavique. Voici quelqu'un qui n'est pas fond d'Abomey, comme on se plaît à le dire, mais qui a été reconnu, adoubé, accepté comme le leader, le nouveau. Vous parlez de Talon? Oui, puisque c'est... Mais enfin, il est maternellement d'Abomey, on nous a dit, non? Moi, Guédébé sont d'origine... bon, ok.
d'accord, ils sont d'Abomey, mais Vous n'allez pas battre le Et ça Nigeria. a compté. si on cherche également, bien d'où Modiabo. ils viennent d'un peu plus loin. Du pays Yoruba, peut-être. Surtout, Bon. puisque le Gadegbe dont nous parlons, c'est une famille où la tradition a une très forte présence et ils sont de grands prêtres de la géomancie, ce qu'on appelle le Fa. Mais ce n'est pas ça seulement qui a permis à Patrice Talon de réussir l'exploit qu'il a fait. Je le disais tout à l'heure, il a démontré qu'il maîtrise bien, très bien, le savoir-faire et la connaissance du terrain. On ne l'a pas vu faire de très très grands meetings. Non. Ça ne veut pas dire que ça ne compte pas, mais il a cherché à avoir les formations politiques. S'il n'a pas pu les avoir, il a quand même réussi à avoir en interne, notamment les élus locaux, certaines régions, des élus, même s'il y en a qui n'ont pas pu être élus lors des 2 dernières élections, mais des gens qui maîtrisent le terrain et puis qui connaissent très bien le monde rural, le monde agricole du Bénin. Il paraît qu'il connaît aussi le monde spirituel. Très ancré là-dedans, dans la transition, comme on dit. Il paraît. Bon, ça je n'ai Alors, je n'ai pas les preuves de ce que vous dites, donc je ne vais pas. Ce n'est pas un mal, non? Non, c'est une, Non, au c'est contraire. une dimension Moi, dans notre qui pays. compte. Moi, personnellement, je suis catholique chrétien. Les autres sont ce qu'ils sont. Je vais à l'église quand il y a fête. Je déteste de plus en plus aller dans les obsèques. Ça ne m'empêche pas, quand il y a la fête des religions traditionnelles, de la faire. Parce que C'est culturel, je suis c'est d'abord culturel. africain avant d'être catholique. Tout à fait. Ça, c'est important. Donc, le nouveau président de la République représente peut-être l'ère linguistique dont vous parlez, mais c'est qu'il faut se rendre compte que cette ère-là, il y a longtemps qu'elle cherche à retrouver la place qui a été pendant longtemps la sienne sur la scène politique, et que cette fois-ci, le processus est en cours de renouvellement. Maintenant, ça a des implications. Oui, mais pour beaucoup, nous allons évoluer peut-être dans cette émission. Pour beaucoup, l'autre grande déception de cette aventure électorale a un nom, Éric Mondeté. Beaucoup voudraient bien savoir comment le mordant député qui, tout le temps, s'est illustré par ces questions dérangeantes au gouvernement, a pu effectuer ce ralliement inattendu et jugé de contre nature. Avez-vous pu décrypter clairement ce qui s'est réellement passé, Maurice Tchani? Je crois encore une fois, il ne faut pas chercher la petite bête, il faut placer le positionnement des uns et des autres, que ce soit des députés ou les ministres qui se sont ralliés au dernier moment. Il faut replacer tout ça là dans le contexte sociopolitique de notre pays. Du reste, ce n'est pas une singularité. La quête des intérêts. Oui, non seulement la querelle des intérêts, ce sont les intérêts d'abord, il faut retenir, qui guident le monde 1. Et lorsqu'on se trouve dans un cas de figure comme celui du Bénin, je peux tout à fait comprendre que la question centrale soit de quel côté je vais, qu'est-ce que je fais. Nous avons plusieurs fois posé cette question. Et pourquoi je veux aller là? Qu'est-ce que je recherche? Je me permets d'insister sur le fait que le combat politique n'est pas encore idéologique au Bénin. On ne se bat pas pour les idées, parce que j'ai beau décortiquer les différents programmes présentés par les différents candidats, tous ont la prétention de dire qu'ils veulent faire le bonheur de ce peuple. C'est pour cela. Donc, on peut quand même noter que la plupart de ceux qui ont pris le temps d'élaborer sont conscients qu'il faut quand même une restauration des valeurs. Oui, mais ils sont tous d'accord là-dessus. Je ne connais pas un seul candidat qui ne veut... C'est une question de stratégie et de moyens également. Talon voudrait peut-être envisager le développement économique du Bénin sous l'angle donc de l'homme d'affaires qu'il est, de son expérience. Lionel Zinsou, lui, en tant que banquier, en tant qu'économiste, bon, mais l'objectif est le même, à savoir, ils ont la prétention, et nous les croyons malheureusement, de dire qu'ils veulent faire le bonheur de chacun de nous. Voilà, ce qui est mais archi pour convaincre les gens, il faut les faire rêver, non? Mais bien sûr, regardez le débat, les débats télévisés entre les deux candidats, où à un moment donné, ils se sont achoppés sur les lampes électriques ou ceci, ou cela. Il faut savoir que le candidat Lionel Zinsou
avait effectivement au cours de sa campagne, promis un certain nombre de choses. Et nous connaissons le niveau de nos populations. Le mec qui est retiré dans son village et à qui on promet avec les lampes. Je pense que encore une fois, c'est de l'huile versée sur le feu, tout simplement parce que les uns et les autres cherchent fondamentalement par quel moyen arriver à attirer le plus grand nombre d'électeurs. Mais fondamentalement, il n'y a rien qui les divise. Tous s'engagent donc pour le développement du pays, chacun avec des moyens différents. Oui, Moria Boko, comme compagnon dans ce grand écart, on parlait d'Éric Mouleté. Éric Mouleté avait un certain Léon Basila Rossi, animateur de l'Union fait la Nation, mais qui a rallié lui aussi un candidat imposé par le pouvoir qu'il n'a pas ménagé pendant environ 10 ans. Comment comprenez-vous le cas Léon Basile Arossi? On pourrait en citer d'autres. Que ce soit Léon Arossi Basile, qui est un ami aussi. Aussi, c'est vrai, c'est mon aîné, mais c'est un ami. J'ai le privilège de faire partie de ses amis. Quand on fait cet engagement comme acteur politique, même comme politicien, il arrive des moments où les choix qu'on fait ne dépendent pas forcément de ce en quoi on croit soi-même. Ah bon? Non, c'est le terrain qui commande. Et quand vous y allez d'abord avec celui qui vous paraît le plus disponible à satisfaire vos attentes. Mais le terrain chez lui ne commandait pas ce qu'il a fait là, Moria Boko. À moi ce que je m'abuse. Lui, il a fait ce qu'il a fait parce que je ne vais pas parler d'intérêt immédiat comme dit mon aîné Maurice Diaby, mais ça dépend de ce que vous avez mis sur la table aussi. Ah. C'est une confession, pas dérogation? Non, c'est un contrat quand même. Et quand vous faites un contrat, les deux parties ont des obligations. Et si quelqu'un exprime des attentes que l'un peut satisfaire très rapidement, ou ça, on l'a sous-estimé dans le cas de Éric Mouleté. Je suis convaincu que s'il devait prendre la décision tout seul, il n'aurait pas fait comme ça a été fait. Ça veut dire qu'il y a des pesanteurs, il y a des déterminismes qui comptent dans ce qu'il est, dans ce qu'il ambitionne de refaire. Et la crise qu'il y a eu à l'Union fait la Nation, tout ça a fait que il a préféré aller dans un sens où au moins il se sentait un peu plus en sécurité. Ouais, est-ce que vous avez appelé les 6, vous avez déjà anticipé sur l'avenir politique de Éric Mouleté? Projeter ce qu'il devient là à la fin de ce qu'il de devient son ou bien mandat. ce qu'il va devenir. Ce qu'il va devenir dans cette histoire là, avec ce qu'on a appelé l'état de il est deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Il est très fort dans les questions au gouvernement. Il en pose désormais moins depuis qu'il est deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Enfin, on a des statistiques très précises sur les 10 dernières années de Boniaï. Attendez de voir, ça a été quand même l'un des candidats les plus rapidement déclarés depuis 2 ou 3 ans. Personne ne doutait qu'il voulait être candidat à l'élection présidentielle. Mais est-ce que finalement Éric Mouleté n'a pas manqué de réalisme face aux enjeux de ce scrutin, face, n'est-ce pas, au paysage qui s'est présenté? Parce qu'il estime qu'il a dû, enfin les gens l'ont estimé, beaucoup l'ont écrit d'ailleurs, qu'il a dû faire ce choix de Lionel Zinsou par réaction, n'est-ce pas, face à ce que ce sont les opérateurs économiques qui finalement l'ont empêché d'être candidat. Je crois pas. Ah bon? Je crois pas. Moi non plus, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est une erreur d'analyse. Éric Mouleté porte un nom. C'est une famille où la présence sur la scène politique sous-régionale est incontestable dans des secteurs bien définis. Éric Mouleté a fait la carrière qu'il a faite aussi parce qu'il porte un nom et que à ce niveau, il a des appuis sur lesquels il repose. Et si un des leviers qui vous permettent de vous élever indique une direction... Vous voulez parler de son frère, Arnaud? Il ne voulait pas. Allez-y, Arnaud. Vous faites la langue de bois subitement, je ne vous connais pas comme ça. Arnaud Mouleté est un collègue, c'est un ami, c'est un frère. D'accord. Moi, je suis de Grand Popo, vous le saviez. Et donc, je ne vais pas me dire tes frères ici. J'ai dit, s'il y a un levier qui vous porte et qui indique une direction et vous n'avez pas la force de vous assumer en vous opposant à ce levier, faites du réalisme, vous allez dans le sens
qu'indique le levier, en espérant que même si ça ne se passe pas bien, le levier saura se souvenir qu'à des moments précis, c'est vous qui avez fait qu'il a coulé et pourra vous aider à vous repêcher. Très bien, on vous a compris. Le grand rendez-vous. Alors, avant d'évoquer les défis du nouveau président, parlons des médias. Comment appréhendez-vous le comportement général des médias dans cette élection, Maurice Chavi? Eh bien, encore une fois, moi je vais délivrer un satisfecit donc à mes confrères. Et quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays dans des conditions identiques, notamment l'organisation des élections, et on voit ce qui se passe chez nous, écoutez, moi, les dernières élections constituent pour moi encore un motif supplémentaire de fierté par rapport à l'évolution du travail de la presse au Bénin. Donc il y a effectivement quelques incidents mineurs sur lesquels il ne faut pas s'attarder. Moi je suis un éternel optimiste. Je ne pense pas que du jour au lendemain comme ça, tout devienne parfait et lisse. Non, je pense qu'il faut compter aussi avec ces incidents. Il faut compter avec ces imperfections. Il faut compter avec le comportement de certaines brebis galeuses qui sont dans la profession. Mais d'une manière générale, ne retenir que le bien. Et le bien pour moi, c'est que les journalistes béninois se sont acquittés très honorablement de leur travail au cours de ces dernières élections. Oui, mais au cours de cette élection, il a fallu composer avec les phénomènes des web reporters qui ont envahi les réseaux sociaux. Comment évaluez-vous leur contribution à la transparence même du scrutin? Moria beaucoup. Non, c'est une innovation dont nous avons tous pris conscience il y a quelque temps, mais pendant cette élection présidentielle, ça s'est d'abord fait sur les réseaux sociaux, qui, qu'on le veuille ou non, sont devenus aujourd'hui un des canaux les plus sûrs pour faire les annonces, pour entretenir le débat, mais surtout pour continuer à décliner ce qu'on veut comme référent d'influence. Vous voulez annoncer quelque chose, vous ne voulez pas le donner tout de suite, vous donnez un peu et ça suscite un débat et le débat vous permet de corriger ce que vous voulez dire au mieux de ce que disent ceux qui sont là-bas. Le seul problème qu'on a noté, c'est qu'ici, on n'a plus d'activistes que de professionnels. Mais ce n'est pas activiste idéologique. C'est activiste, je ne sais pas si je vais dire socio-économique. Des activistes socio-économiques. Oui, parce que c'est un nouveau concept lié, n'est-ce pas, au développement des réseaux sociaux. Non, c'est ce que moi j'ai noté, c'est-à-dire que le même qui a écrit que c'est bleu le matin, à 9h, à 10h, peut écrire que non, qu'il souffre de daltonisme et que c'était pas bleu, que c'est du vert. Et il y en a qui se sont très bien formatés dans ce canevas-là, où quand ils demandent à être payés, c'est à 6 chiffres. Ou à 7 chiffres. C'est des prestataires, ils écrivent pour tout le monde. Il y a quelques-uns qu'on connaît là. On peut regretter que malheureusement, c'est écrit en français théoriquement. Parfois, quand on lit... On croit lire du grec? Non, il faut avoir un cachet d'aspirine à côté pour pouvoir finir de lire et comprendre aussi. Mais le phénomène est neuf, il est vivant. Nous gagnerions à le consolider, à le formater, à en faciliter l'utilisation dans les cadres qui sont convenus pour que ça reste un organe complet. Parce que les réseaux sociaux, c'est du multimédia, et les nouveaux contenus tels qu'ils sont déclinés, si nous arrivons à consolider les capacités des uns et des autres à le faire, je crois que quelques pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui apparaissent comme des pionniers commencent déjà par nous envier la vitalité de ce secteur-là ici. Oui, comme reste à régler le problème du modèle économique. C'est une entreprise pratiquement qui rapporte beaucoup à ceux qui savent arnaquer, sans que d'un autre côté ceux qui ont mis sur place une vraie entreprise de presse et qui ont des charges sont presque lésés. Oui, ça aussi. Moria beaucoup, comme le disait quelqu'un,
Internet et les réseaux sociaux et tout ça, tout ce Bataclan est l'une des plus grandes révolutions depuis l'imprimerie de Gutenberg. Mais en même temps, pour ce qu'on a observé ces jours derniers, il y a beaucoup d'écueils, beaucoup d'intoxication, beaucoup de fausses nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux. Et cela a été utilisé quasiment par tous les camps politiques, etc. Non, mais ça fait partie du jeu de la manipulation. D'accord. Oui. Donc ça fait partie de l'élection même. Vous voulez manipuler. Il faut savoir décliner les référents pour atteindre l'objectif que vous voulez. La personne que vous voulez manipuler réagit d'abord affectivement. Si vous n'arrivez pas à l'atteindre affectivement, vous ne pouvez pas espérer qu'elle va prêter attention à ce que vous dites, qu'elle va se l'approprier et accepter de faire un investissement. Et l'investissement peut aller, si vous avez gagné au-delà de l'affectif, la personne que vous avez réussi à manipuler peut commencer par se dépenser physiquement, matériellement et même financièrement pour ce que vous voulez faire. D'accord, donc c'est ce à quoi nous avons assisté. Oui, ça fait partie du jeu. Hein. Oui. Non, juste nous ramener un peu les pieds sur terre pour constater que les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus incontournables. Et que, ce nouveau concept, si on y réfléchit réellement, c'est une vaste opération mondiale de manipulation et chacun essaye de tirer son parti. Donc, et la chose existe, on ne peut pas faire sans, on fait avec, mais en tirant le maximum donc de profit. Et à partir de ce moment-là, je ne suis pas du tout étonné que les plus malins, les plus vicieux essayent d'en faire bon usage pour leurs propres intérêts. Je crois qu'aujourd'hui, il faut s'accommoder à la fois des aspects positifs. Il faut quand même pouvoir encadrer, refaire le cadre pour que ça se fasse de manière, le cadre, comment, j'allais dire un peu moins à l'Assemblée nationale. Oui. Ça passe par les lois ou quoi? Certainement pas. Je ne pense pas que le cadre, c'est d'abord pas un problème de loi, c'est un problème de professionnalisation. C'est pas seulement ici que ça existe. Il y a des gens aujourd'hui qui ne fonctionnent que sur ça. Mais si ici, ça c'est plus à faire, comment on appelle ça, le phénomène, les gaïmans, que à faire du sérieux, il faut qu'on se rende compte que... Qu'on convertisse les gaïmans. Même si on ne les convertisse pas, qu'on fasse fleurir d'autres talents qui peuvent investir ce secteur pour que ceux qui ne fonctionnent qu'en gaïman se rendent compte qu'on peut faire ça autrement aussi. Est-ce que pour des professionnels des médias que nous sommes, le bilan serait complet si on ne parlait pas du rôle de la HAC dans cette élection? La HAC est d'abord un organe constitutionnel de régulation de l'environnement des médias et il faut d'abord lui reconnaître que celle-ci, malgré quelques a priori, a quand même réussi. Vous prenez beaucoup de précautions langagières ce matin. Je suis là. Vous m'avez invité. Il a changé de géographie depuis. Vous m'avez invité comme consultant. Il est désormais à Conakry. Non, vous n'avez pas médit de ce beau pays. Vous m'avez appelé non pas comme journaliste, vous m'avez appelé comme consultant. D'accord, allez-y. La prochaine fois que vous me direz Mori Agboko, on veut le journaliste et c'est moi qui vais poser les questions, ça va être autre chose. C'est vous qui posez les questions. Vous croyez que c'est facile de répondre aux questions? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, il y a longtemps que je ne suis pas intervenu. D'accord. Vous m'avez fait le reproche, Wilfried. Je peux le dire, c'était en off, je peux le dire maintenant. Je ne vais pas commencer maintenant par ruer dans les brancards et apparaître à nouveau comme un père fouettard. Allez-y. Je suis cinquantenaire. Maintenant, quand on est cinquantenaire, j'ai l'habitude de dire avec la ménopause, on amoindrit un peu ses capacités de frapper fort. Soit dit en passant. La question c'était quoi? Non, la HAC, le rôle. La HAC, voilà. Donc il faut leur reconnaître quand même que malgré les a priori qui étaient faits de crainte, ils sont quand même restés à la hauteur. C'est pas facile de mettre en place un plateau sur service public ou ce qui en reste pour le moment et d'avoir tous les candidats. Il n'y a pas beaucoup de candidats qui ont raté le rendez-vous, qui se sont soumis au jeu, qui se sont pliés aux règles. Parfois, le cadre d'exercice de la fonction de candidat dans la production télévisuelle n'était pas facile pour quelques-uns. Pourtant, on les a vus tous défiler, s'exposer,
Est-ce qu'ils ont réussi à convaincre, à faire bonne image, à faire de la prestance ou pas? C'était important d'abord que ça soit fait. C'est un essai, je pense qu'il a réussi. Il faut le reconnaître à la HAC. En dehors de ça, elle a quand même veillé à ce que les médias qui avaient tendance à plus honorer les contrats économiques que à suivre la déontologie soient rappelés à l'ordre, et parfois très vertement. Ça, il faut le noter aussi. Pour le reste, la HAC, comme d'autres secteurs de ce pays, a besoin d'être renouvelé, d'être... comment on appelle ça quand on veut refaire... d'être vidangé. Pour être remise à un peu plus à niveau. Le grand rendez-vous. Alors, nous allons faire des projections sur le nouveau mandat. La défaite étant généralement orpheline, on observe depuis la proclamation des résultats provisoires des mouvements de jeunes, associations, personnalités qui par divers moyens tentent de se rappeler au bon souvenir du nouvel élu. Passe d'armes, des appels de pied, des agitations et tirs croisés s'enchaînent dans les médias. Mais si on sait sur à quoi rime ce micmac, on sait moins comment Patrice Talon, lui, président de la République désormais, pourrait satisfaire une aussi forte demande sur un marché où l'offre est quand même limitée. On commence par Maurice. Écoutez, tout ça là n'est pas non plus nouveau, et on ne peut pas considérer que c'est quelque chose d'inédit, parce que ça se passe de la même façon dans tous les pays. Et vous l'avez vous-même rappelé, la raison pour laquelle il y a cette ruée vers l'or, on trouve la réponse dans le fait que la défaite est orpheline et que le succès peut avoir plusieurs paires. Cela dit, comment Talon va le faire? Moi, je n'ai pas d'inquiétude de ce point de vue-là. Je pense que c'est un homme qui a un certain background, que ce soit au plan économique ou même au plan purement politique. N'oublions pas que quand même, sans être au devant de la scène, il a joué un rôle déterminant dans les scrutins qui ont précédé celui qui vient de le lire. On dit qu'il a quand même presque, sinon plus que 25 ans de présence politique sur la scène, même si c'est derrière... Présence permanente. Présence permanente derrière le rideau. Dans les coulisses, il fait partie de ceux qu'on appelle, ceux qui font... Il a décidé d'être au devant de la scène au lieu d'être dans le backstage. On ne peut pas lui en faire le reproche. Maintenant, c'est à lui de montrer ce qu'il a pu apprendre quand il a travaillé dans les coulisses. Pour ma part, je ne doute pas qu'il soit à la hauteur compte tenu de son background, de son itinéraire, tout ce qu'il a fait. Il essaiera dans la mesure du possible de tirer le bon grain de livret à travers tout ce qui le sollicite. Je pense que sans sombrer dans le clientélisme, il sera dans la mesure du possible quand même de rassembler le plus grand nombre de baigneurs autour de ces projets. La seule chose qui m'inquiète, c'est, me semble-t-il, le fait qu'il ait annoncé déjà à l'avance qu'il ne fera qu'un seul mandat. Je crois qu'il est allé vite en besogne. Et... Vous aurez souhaité quoi? Qu'il dise qu'il fera 2 mandats? Non, moi je n'ai rien à souhaiter, mais je pense que la sagesse aurait voulu qu'il ne dise rien là-dessus. Comme ça, il se donne une marge de manœuvre qui lui permet ou de ne pas de se représenter ou de le faire. Tandis que en l'annonçant à l'avance comme il a fait, je crois qu'il se met lui-même les menottes. Parce que s'il ne le fait pas du fait que d'un côté on dira il a tenu parole, il ne l'a pas fait, mais de l'autre côté également, ça va donner lié à un certain nombre de commentaires. Moi, personnellement, je ne pense pas que ça lui rende service. Est-ce que ça ne lui donne pas les coups de franche pour mieux gérer? On peut entrevoir la question de cette manière-là aussi. Oui, on peut aussi prendre le contre-pied. Parce qu'il n'a pas de dividendes à distribuer, il n'a pas de positionnement à faire pour certaines personnes en espérant un second mandat.
là, bon, ça lui donne les coups de frein. Ça, c'est une approche positive, ça. Mais il y a l'autre aussi approche qui est tout à fait négative pour son image, pour ses intentions. C'est de dire, en 5 ans, écoutez, moi j'ai le temps de ramasser tout ce que je veux, et puis après, j'ai pas besoin de 2 mandats pour... Non. Mais moi, il y a beaucoup. Comment gère-t-on une si grande masse de racoleurs qui afflue? Vous aviez parlé de marché, vous parlez de racoleurs maintenant. Je voulais, si vous permettez, rebondir sur... moi, je pense que le fait qu'il ait dit qu'il ne fait qu'un mandat n'a rien de grave. Il a dit dans un contexte précis. Ensuite, s'il le dit, ce n'est pas parce qu'il souhaiterait avoir les coudées plus franches que quelqu'un d'autre. Moi, je suis convaincu que le simple fait qu'il soit rentré chez lui, au Bénin, redevenir un citoyen, candidat à la présidentielle. Le président non, le président, c'est la cerise sur le gâteau. Le fait qu'il ait pu se présenter est déjà, j'allais dire, la finalisation d'un cycle presque initiatique. Il fallait résister. C'est fait. Tout le reste, je pense que c'est cerise sur le gâteau. Deuxième chose que je voulais dire, pour aller dans le sens du racolage ou bien du marché dont vous parlez, je pense très sincèrement qu'il y a 3 petits défis, enfin je dis petits, préalables. Le premier défi, c'est celui de la coordination. Il faut qu'il règle le problème de la coordination face à ce marché de racoleurs dont vous parlez. Et la coordination dont il s'agit, elle n'est pas simple, elle est double, sinon même triple. Il faut le système, il faut la coordination de l'équipe, et il faut aussi la coordination de tout ce qu'il y a comme variable politique ou politicienne. Tout seul. Face à ça, il faut qu'il trouve le bon tempo. Parce qu'une chose est d'être chef d'orchestre, de pouvoir rassembler de très bons instrumentistes, de très bons choristes. Une autre chose est de savoir tenir la baguette. Parce que si c'est pouvoir tenir la baguette, il a déjà le pouvoir. Maintenant, il faut savoir tenir la baguette pour donner le la. Ça, c'est le premier défi que je vois. Deuxième défi que je vois, c'est quand même être capable de déléguer. Parce que nous sommes dans un système politique où vous avez beau être Premier ministre, on a vu par expérience que c'est... Enfin, je ne vais pas répéter que c'est Bayon, mais vous n'avez pas le pouvoir. Or, lui, s'il veut rester dans le sens qu'il a montré, qui est celui de la concertation, parce que c'est quand même celui des 2 candidats arrivés au second tour qu'on a vu être à la disposition de tous ceux qui pouvaient compter. Il est allé vers eux, non pas dans un sens nécessairement de venez à moi, mais aussi pour dire je crois qu'il y a une parenthèse qui a duré 10 ans. Il faut qu'on sache la fermer et qu'on retourne à un niveau où tout le monde attendait du nouveau pour le Bénin. N'oubliez pas que l'élection du Bénin en 2006 a été gagnée sous le vocable du changement. C'est insatisfait, cette attente. Il faut pouvoir donner satisfaction. Donc, et pour le faire, il ne peut pas le faire tout seul. Il va falloir déléguer. Mais jusqu'à quel moment est-ce qu'il peut accepter de déléguer pour pouvoir assurer tout ce qu'il y a comme risque dans le mécanisme de rupture? Parce qu'à partir du moment où vous déléguez, si vous ne tenez pas bien la manière dont vous déléguez, celui à qui vous donnez une partie peut décider lui-même de devenir ce que vous êtes très tôt. Et donc, troisième petit défi, à mon sens, après la coordination, après les risques liés à la délégation, c'est la capacité à pouvoir encadrer très fermement les ambitions nouvelles, mais surtout anciennes. Parce qu'il y en a qui existent, qui ont tout fait ce qu'il fallait faire sous le régime finissant. Même s'il fallait danser, ils ont dansé. Et qui estiment que pour avoir fait tout ça, ils ne peuvent pas tout perdre maintenant, tout de suite là, parce qu'un système nouveau arrive dont on connaît la rigueur quand ça avance. Donc il va falloir encadrer aussi l'éclosion ou l'hypertrophie des ambitions, si elles sont nouvelles ou si elles sont anciennes, et pour pouvoir avancer. S'il arrive à régler ces 3 défis préalables là,
je crois que le reste ira beaucoup plus facilement. On lui attribue des capacités de grand mathématicien. Enfin, la démonstration que vous venez de faire montre qu'il doit avoir beaucoup. C'est pas une démonstration, moi j'analyse. Moi, je me demandais d'analyser, c'est ce que j'ai fait. Alors, on n'a pas manqué de le dire et même de l'écrire. La corruption a été pour le pouvoir qui fait ses cartons, ce que les pelles font aux femmes. Des parues, l'affairisme a atteint des proportions inégalées. Et on se demande comment le président élu, que certains déjà soupçonnent de vouloir se venger, pourrait assainir réellement et combattre l'impunité. Maurice Jabi. Écoutez, je crois que au-delà de toutes les analyses, il faut se garder d'une chose, c'est de faire des procès d'intention à ce nouveau président qui vient d'être élu. C'est trop facile. Hein. Ah oui, mais il va faire ci, il va faire ça, il va se venger. C'est à l'œuvre qu'on voit l'artisan. Moi, je refuse de rentrer dans ce jeu de spéculatif où on va simplement, au lieu d'avoir des arguments qui soient concrets, on va verser plutôt dans les procès d'intention. Cela dit, pour revenir au fléau de la corruption, vous permettez que je fasse de parallèle avec les réseaux sociaux dont on a parlé tout à l'heure, à savoir, il faut compter avec. Ce serait illusoire de penser que on mettra fin à cela. Alors, rappelez-vous les marches qui ont jalonné les 2 mandats du président Yahibouni. C'était assez spectaculaire lorsqu'il fallait faire des marches contre la corruption et tout. Résultat, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour constater que les 2 mandats de Yahibouni ont sans doute été les plus corrompus donc dans notre pays. Donc déjà, je pense que le nouveau président élu va tenir compte de ce passé-là, puisqu'il a été sinon un acteur, tout au moins, il a été un témoin privilégié de tous ces phénomènes dans lesquels même parfois lui-même a été, malgré lui, donc il a été impliqué dedans. Il saura donc, à mon avis, trouver les moyens qui permettent d'endiguer quelque peu le phénomène de la corruption. Mais je ne pense pas qu'il soit assez naïf ou qu'il soit un peu qui se lance dans une bagarre ou dans une croisade contre la corruption au Bénin, parce que il est bien placé en tant qu'homme d'affaires pour savoir que c'est raté depuis le départ. On peut pas. Il faut l'endiguer tout simplement et essayer de faire avec. Personne ne peut considérer dans la classe politique qu'on ne soit pas corrompu. Le problème, c'est de savoir à quel degré, à quel niveau on considère qu'on est corrompu. Alors, Mori Aboku, le tribunal de Porto-Novo a condamné l'État béninois à 28 milliards de francs CFA à l'entrepreneur principal chargé de la construction du siège de l'Assemblée nationale. On va faire une petite synthèse pour des besoins de clarté. Les gens doivent comprendre de quoi nous parlons. L'État a investi environ 14 milliards de francs CFA sur une infrastructure, plus 7 autres milliards confiés à un comité chargé d'achever une bâtisse qui souffre en attente depuis plus de 4 ans et dont la qualité prête à caution. Et maintenant, l'État devra débourser 28 milliards supplémentaires en dommages et intérêts dus à un entrepreneur lésé, on peut le dire, par les représentants de l'État. Vous y comprenez peut-être quelque chose? Non, vous le voyez à ma figure. Par contre, ce dont je suis sûr, et ça fait partie des questions sur lesquelles il ne faudra faire aucune concession. Il n'y aura pas de chasse aux sorciers, d'accord. Mais s'il y a des cas comme ça, sur lesquels c'est flagrant, je crois qu'il faut laisser la loi faire son travail et frapper aussi. Il faut pouvoir mettre un bémol à l'impunité, même si on ne peut pas l'enrayer tout de suite. Parce que ce qui s'est installé dans les 10 dernières années, pratiquement est cancérigène. Et je n'ai pas été dans une école de médecine, mais pour ce que je sais, une des meilleures solutions en dehors de la chimiothérapie contre le cancer, c'est de couper. Tout l'organisme menacé des amis. Je crois. Donc il faudra couper. À la tronçonneuse. Même si c'est à la tronçonneuse, il faudra couper et frapper fort, parce que surtout dans le secteur des BTP, puisque le tribunal de Porto-Novo intervient là dans un secteur des BTP, il y a des personnalités qu'on a vues à l'œuvre depuis quelque temps, et c'est toujours dans leur sillage qu'on note des histoires comme ça, et elles sont libres.
Ouais, en tout cas, ça fait un total de 49 milliards. Il faut pouvoir permettre... Si l'addition, 49 milliards il faut sur pouvoir, un bâtiment pour ce bâtiment-là. qui n'est pas utilisable. Pour le moment. Oui, pour le moment. Et j'en connais même qui disent que ça les étonnera qu'on puisse finalement l'utiliser comme on voulait, parce que tout est faux depuis le début. Tout est faux depuis le début. Donc, oui, et ça c'est un emblème, c'est un symbole. Il faudra, même s'il n'y a pas chasse aux sorcières, s'il y a des dossiers, il y a des cas comme ça, qu'il y ait l'exemple, pour que nous commencions par redonner un peu de valeur au mérite par le travail et non à la rente. Parce que le Béninois, je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais je crois que pour ce que j'ai vu, c'est surtout avec le régime de Mathieu Kérékou que la capacité de Béninois à devenir rentier. Vous avez vu dans le secteur des véhicules d'occasion, tous ceux qui se sont enrichis passant de vendeurs de véhicules d'occasion à milliardaires. Et aujourd'hui, le jeune Béninois ne comprend pas pourquoi on veut l'obliger à aller apprendre un métier, à avoir un savoir-faire, à avoir le diplôme qu'il faut, alors qu'il a vu des sanguins de moins de rien du tout, incapables d'écrire leur propre nom, devenus milliardaires juste que parce que on a effacé la valeur du mérite par le travail en mettant devant la rente. Il faut pouvoir, il faut pouvoir donner un coup de pied dans la fourmilière pour que nous recommencions à nous sentir valorisés dans le sens de ce que nous pouvons nous refaire en travaillant d'abord. Je pense que là, vous avez mis le doigt sur le second chantier auquel devra faire face le nouveau gouvernement. Parce que moi qui voyage beaucoup, non seulement dans la sous-région, mais aussi en Europe, j'ai toujours été à la fois agréablement surpris et en même temps déçu de constater l'image que notre pays donne à l'extérieur. D'abord parce que nous sommes adulés, nous sommes félicités du point de vue des institutions démocratiques. Nous sommes un des premiers pays enviés par d'autres pays africains par rapport à ce que nous faisons ici. Et je crois que cela va rester. C'est à l'honneur de tous les Béninois de se dire, tiens, le Bénin n'est pas comparé à, je ne veux pas citer des noms, le Bénin est un exemple de démocratie en Afrique. Aux États-Unis. Vous avez peur de citer des noms? Pardon? Vous avez peur de citer des noms? On peut vous proposer le Congo, par exemple. Quel Congo? Tout à fait. Le Congo Brazzaville. Oui. Nous sommes allés voter le même jour, le 20 mars. Enfin. Tout à fait. Mais en même temps qu'on nous délivre donc cette palme d'or du point de vue de l'évolution de la démocratie, les gens s'empressent toujours d'ajouter. C'est certainement un des pays les plus corrompus de l'Afrique de l'Ouest. Bon, nous ne sommes pas les premiers. Vous avez des pays comme le Cameroun, le Zaïre, le Nigeria, ainsi de suite. Moi, ça m'a toujours... Tout à fait. C'était du Mobutu. Voilà. Alors, une façon de rappeler que la corruption là-bas, ça a des racines plus profondes. Ça veut dire que nous traînons donc à côté cette réputation d'être un pays corrompu. Dieu sait pourtant qu'il y a eu des politiques qui ont été engagés, en particulier par le président sortant, Yahi Boni. Comment se fait-il que, ou alors c'est de la poudre jetée aux yeux du public que de dire, moi je vais lutter contre la corruption, je vais faire ci, je vais faire ça. Je pense que s'il y a un des chantiers auxquels le nouveau président élu doit faire face, c'est de se donner les moyens. Encore une fois, je ne suis pas naïf, se donner les moyens, non pas d'enrayer la corruption, parce que ça me paraît impossible, mais tout au moins que cela soit moins criard et qu'une fois de plus, notre pays n'apparaisse pas aux yeux du monde comme celui... Regardez ce qui s'est passé avec notre ancien ministre, actuellement député. Vous savez la vague que cela a provoqué? Non seulement... vous voulez parler du PPA? Barthélémy Cassa. Je parle de Cassa. Non seulement ce n'est pas nous qui avons pris l'initiative donc de dénoncer ce phénomène, c'est venu de l'extérieur. En somme, on nous a forcé la main pour dire écoutez, on ne peut pas continuer. On nous a même menacé en disant nous ne pouvons pas continuer à vous aider tant que vous avez encore... On va clarifier cette situation. Mais est-ce que les Béninois eux-mêmes ne sont pas en cause? Est-ce que les Béninois eux-mêmes ne sont pas en cause? L'actualité, l'histoire nous enseigne qu'ailleurs sur d'autres cieux,
des populations auraient envahi le palais des gouverneurs, par exemple. Tout à fait, vous avez raison. Il y a cette apathie de l'opinion publique qui se plaît. Les Béninois, bien entendu. L'opinion publique. Oui. On est en contexte électoral et le système électoral béninois tel qu'il existe actuellement, tous ceux qui sont élus fonctionnent comme des démarcheurs. Oui. Des démarcheurs politiques. Oui, ils considèrent l'électeur comme un démarcheur bas niveau. Et lui aussi, c'est une pyramide. Hein. Le type dit j'ai 200 voix. En fait, c'est des vendeurs de suffrage en gros, en réalité. Mais tous les Béninois ne sont pas cela, Moriya Goukou. Oui, d'ailleurs, la manière dont le scrutin s'est passé permet d'espérer que les partis politiques tels qu'ils existent actuellement, en tout cas les plus grands, les plus gros aussi si vous voulez, puisqu'il y a des risques d'obésité aussi à ce niveau, à partir du moment où l'argent fonctionne trop, de savoir que le Béninois moyen n'est pas un guignol. Il vient d'en donner la preuve. Si c'est à l'aune de ce que chacun a investi qu'il aurait dû être élu, je crois que le suffrage ne se serait pas passé comme ça. Il y a des candidats qui n'ont pratiquement pas pu assurer le minima et pourtant qui sont arrivés avec des suffrages historiques. Pour donner des noms là, parce que moi je suis étonné quand je vois le tableau, j'aurais plutôt tendance à me dire que les suffrages finalement obtenus par les différents candidats sont proportionnels aux investissements qu'ils ont fait. Il y a des candidats qui n'ont pas pu dépenser, qui sont quand même arrivés dans les 4 premiers, les 5 premiers. Je le dis avec foi. Il est une vérité que peut-être Patrice Talon n'est pas celui qui a le plus investi non plus dans cette campagne. Ça, on peut le dire. Non, même s'il reste un des deux ou trois nouveaux phénomènes dans le paysage politique, parce que on a 2 opérateurs économiques majeurs quand même. Hein. Il y a le patron du patronat, il y a le Patrice Talon. Mais on a deux économistes financiers, Ablaye Biotchane et Pascal Koupaki, qui ont fait des scores très honorables. Vous êtes sûr qu'ils avaient l'argent comme il faut? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre, mais la question que je pose... Le vote qui a été fait à ce niveau a été d'abord fait par conviction, par choix affectif de ce que il y a une partie de l'électorat béninois qui est bien conscient que la manière dont ça pourrit par la tête, ça doit être changé, parce que c'est celui dont on parle. Il y a Iboni qui, le 1er août 2006, a dit dans son discours, le poisson commence par pourrir par la tête. Peut-être qu'il a oublié qu'il a dit ça. Alors, le poisson a tellement pourri par la tête que... vous confirmez que ça pourrit? Oui, c'est une évidence. Vous n'allez pas le nier, Moriya Goukou. Non, mais j'ai dit vous confirmez. Oui, bien sûr. Le poisson pourrit d'autant plus par la tête que ces derniers jours, on a vu que certains cadres dans l'administration publique en général ont lancé une campagne de pillage systématique et de prédation des biens et équipements de toutes sortes. Comment faudrait-il comprendre ce phénomène? Vous savez, le régime qui est en train de finir, il faut quand même bien regarder. C'est la première fois qu'on a très franchement regardé presque une ethnie s'imposer aux autres. Je ne vais pas citer. Vous savez de quoi je parle. Et moi, quand j'en parle, j'ai dit, mais c'est pas d'aujourd'hui que ceux-là ont voulu le pouvoir central. Là, je vais citer un nom. Moi, je me rappelle un monsieur, j'étais encore très petit, très jeune, Oguma Ife de Simon, qui était très fort. Pourtant, il n'a pas eu le pouvoir. Alors, quand les siens y arrivent, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais l'anthropologie politique est assez constante. En plus, si celui qui donne ne se reconnaît que parmi les siens d'abord, peut-être la question qu'on doit se poser est de savoir comment est-ce que tous autant nous avons pu nous tromper en ne tenant pas en compte de ça. Vous avez mis le doigt sur un point très important en parlant de ces cadres-là qui, au lendemain des élections, se livrent à un pillage systématique des ressources de l'État. C'est pas au lendemain des élections, c'est pas à cause du lendemain des élections qu'ils se livrent au ramassage des meubles de télé et tout. C'est parce que c'est la fin d'un régime. Ils se disent peut-être que si je ne prends pas encore un peu maintenant, c'est fini. Ça c'est une mentalité de clochard. Non, mais de clochard, mais qui trouve sa justification dans les différents régimes qui sont succédés chez nous. Vous savez, lorsque vous êtes dans un contexte de corruption généralisée, je vois ce que vous faites. Vous voyez ce que je fais. Ça dépasse la corruption. Oui, vous dites, mais ça, c'est pourquoi de pas moi? Précarité morale
irréversible. Oh, mais c'est une réalité aujourd'hui. Rappelez-vous, moi, a beaucoup, ainsi que les autres confrères ici, pas si longtemps que ça, au moins en pleine révolution donc chez nous avec le régime de Mathieu Kérékou. À quoi se livraient les cadres qui soient comptables ou qui soient affectés à un poste financier? On a eu un cas particulier où le gars a tout ramassé et en laissant un mot en disant j'ai pris ma part. Ça, c'était pas généralisé. Non, c'était pas généralisé, mais c'est un exemple quand même qui montre au point où le président de la République en fin de mandat est obligé de se prononcer là-dessus. Oui, mais, bien sûr, mais ce n'est pas nouveau non plus. Rappelez-vous à la fin du régime de Mathieu Kérékou, ça c'était déjà observé. Et même, pareil déjà pour Soglo. Merci. Même en 96, à la fin il y avait des tapis qui avaient été... de l'unique mandat du président Soglo. Je ne peux pas donner j'ai pas eu de preuves, mais il y a eu des rumeurs assez fortes. Oui, mais j'ai dit, c'est endémique. Hein, parce qu'il n'y a pas un jour... Quasiment dans tous les ministères qui ça se fait. Et on dit que c'est réformé. Oui. Et tout le monde sait que dans l'administration publique, il faut un délai pour que ce soit amorti. Ce qui a été acheté en 2014 est déjà amorti et réformé. Bien sûr. Bon, enfin, est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas contribué à amplifier également la chose? Amplifier, non, à mieux exposer. Oui, bon. De toute façon, ils sont dans leur rôle. Hein. Moi, c'est pas moi qui vais me plaindre, même s'il y a des exagérations de la part des réseaux sociaux. Mais je pense que c'est un instrument qui permet aujourd'hui aux populations de savoir ce qu'elles ne devraient pas savoir. Et de ce point de vue-là, je crois que on doit continuer à encourager les réseaux sociaux. J'espère que le nouveau président de la République, quand il va prendre service, ne va pas rester dans le cadre seulement de contest de la campagne électorale où il a dit si quelqu'un marche, je le sors du gouvernement et que ça va être vraiment sérieux. Parce que moi j'ai rien contre les marches, ça a même un avantage. Ceux qui n'avaient pas de métier ont certainement pu se recycler en cordonnier. Du cœur aussi. Non, mais le recyclage en cordonnier. Avec beaucoup de marche, il n'y a pas de semelle. On peut pas. Mais en dehors de ça, la santé aussi. En dehors de ça, qu'est-ce que ça a amené? Rien. Les gens, au lieu de faire le travail pour lequel ils ont été nommés ministres, passent le temps à marcher. Pour nommer quelqu'un ministre, on lui indique les objectifs qu'il doit atteindre et sur lesquels on va le juger. Concrètement, par rapport à ces vols dans l'administration, qu'est-ce que le nouveau président peut faire, par exemple? Et quand il vient, on fait les constats et puis, comme il ne devrait pas avoir de chasse aux sorciers, on ne fait rien. C'est bien ça, hein? Non, c'est ça que je disais tout à l'heure. J'ai dit, s'il y a des cas avérés sur lesquels c'est établi qu'il y a eu malversation, il faut frapper. On a besoin de ça aussi pour recommencer à nous sentir de vrais hommes. De vrais hommes, mais à votre avis, Moria, beaucoup, hormis la formation du gouvernement qu'on attend pour le 6 avril. Le 6 avril. Quels sont les trois? Le président a fait la promesse qu'il va sortir le gouvernement. Après Porte-Novo, oui. Au soir, après Porte-Novo. S'il l'a promis, il va le faire, puisque en 2006, il faisait partie du cercle restreint qui ont décidé de ces choses-là, et tout le monde a bonne souvenance que non seulement le gouvernement est sorti très tôt, mais que c'était une très bonne équipe. Oui, mais en attendant le gouvernement, quels sont les trois actes majeurs sur lesquels vous attendez le nouveau président? Quels sont les trois actes majeurs qu'il doit poser, peut-être dans les 90 premiers jours de son mandat? Bon, je suis sûr qu'il sait ce qu'il va faire, mais les attentes des Béninois sont très fortes dans le cadre des réformes. Hein. Tout le monde sait qu'il y a des réformes à faire. Par rapport aux attentes, non seulement aux attentes. Tout le monde sait qu'il y a des réformes à faire. Et ça ne peut se faire que dans un cadre consensuel. Donc il faut trouver le mode opératoire le plus adapté pour rassembler tout ce marché-là, les écouter et qu'ils arrivent à en sortir quelque chose de potable. Moi, je pense que c'est important. Si le consensus qui est en train de s'établir n'est pas consolidé, n'est pas formaté comme il faut, pour éviter aussi que les uns et les autres croient que après nous, c'est nous, ce sera difficile. Moi, je pense au deuxième niveau qu'il faut donner quand même un signal très fort à la jeunesse, surtout celle qui est en attente d'emploi. Il faut pouvoir trouver un signal qui est assez fort, qui permet de les rassurer que
ceux qui cherchent un emploi, s'ils en ont la capacité, on trouvera un cadre encore mieux que ce qui se fait maintenant pour que les uns et les autres n'en soient pas réduits à se consoler dans les expériences ou à virer sur le mauvais côté. Et puis, je ne sais pas si c'était encore possible, essayer de revoir comment on peut redonner au service public de l'information toute sa valeur. Oui, mais certains disent que le gros problème, le vrai boulet que traîne aujourd'hui le Bénin s'appelle l'administration publique. C'est dans cette administration publique que nous... Ça fait partie des réformes dont je parlais. Alors, voilà, ça fait partie des réformes. Alors, si on arrive à refaire l'administration, on aura presque refait tout. Mais il faut trouver le bon mode opératoire, trouver un bon cadre d'initiation, d'élaboration et un bon mode opératoire. Je le répète. Maurice, parce qu'à ce niveau, tout est à refaire. Tout. Au niveau de l'administration. Tout. Moi, je pense que les Béninois, dans leur ensemble, notamment les électeurs, font un grand espoir dans ce renouveau, ce que va incarner, ce qu'ils espèrent que va incarner le nouveau président de Talon. Ça, c'est pas ce qu'ils font tous les 5 ans. Oui, mais ici, c'est particulier dans la mesure où tout est dans nos analyses, il y a toujours le mot corruption qui est non, revenu. C'est même pas ça. Hein. Je disais tout à l'heure, hein, les 10 dernières années, c'est un peu comme des parenthèses qu'il faut fermer. Voilà. Et revenir à la normalité ce qui devait être fait et qui a été bien commencé en 2006. Or, ces comportements-là continuent à en croire les rumeurs, les pillages qui sont faits dans l'administration. Je pense que si le président élu veut donner un signal fort de ce que ces habitudes-là, ces mauvaises habitudes font partie du passé, il s'impose peut-être à lui la nécessité de faire un état des lieux, à ne pas confondre avec la chasse aux sorcières. Personne ne l'accusera de faire de la chasse aux sorcières. Oui, mais justement, dans cette affaire de chasse aux sorcières, parce que ça, finalement, cette expression, tout le monde l'a à la bouche. Mais, le président l'a dit dans un contexte très précis. Ouais, alors, la chasse aux sorcières, où est-ce que, jusqu'où peut aller ça ne veut pas dire la répression des déviances qu'on a constatées et le début de la chasse aux sorcières, ou qui définit la frontière finalement? Parce que ça va être compliqué ça. N'importe quoi, un Gugus s'empare des biens publics qui disparaît, on l'appréhende, on lui demande des comptes, on dit oui, voilà, c'est la chasse aux sorcières. Qu'on veut ménager les sorcières contre les bons gens. Non, doit-on faire la promotion des sorciers dans une république normale? Que si c'est avéré, il faut frapper. Si c'est avéré, on frappe. Oui, sans qu'on puisse parler de chasse aux sorcières. Sinon, finalement, on ne fera rien en se disant il faut ménager les susceptibilités. Si le nouveau président élu prend telle décision et que, de par cette décision, certains intérêts donc de la partie adverse se trouvent lésés, on dira encore il faut frapper et sorcier et fils de sorcière et tout le monde. Absolument, je crois qu'il n'a pas le choix là. Ou bien on veut montrer le visage, un nouveau visage donc du régime en excluant donc toutes ces possibilités là, ou alors on se range dans la continuité de ce qui s'était passé. De toute façon, on tombera sur un sorcier, il n'a rien à faire. Mais c'est clair. C'est clair. Regardez, tambour battant, le président Yahibouni aussi avait fait un état des lieux. Il y a même eu des rapports. Mais qu'on n'a jamais vu. Qu'on n'a jamais vu. Et les personnes qui ont été impliquées directement donc dans ces grosses affaires de malversation n'ont jamais rendu compte. Alors, est-ce que le président Talon va s'inscrire dans cette logique-là où on s'arrange entre nous? De toute façon, je sais que c'est vous qui êtes ci ou ça, mais il ne me revient pas, moi, de vous frapper. Comme nos députés, ont réussi en tout cas à former un bloc pour défendre leur confrère. En disant, c'était arrivé à Kassa aujourd'hui, peut-être demain ce sera moi. Donc, il y a la décision de faire bloc pour continuer toujours donc ces pratiques qui font honte vraiment à notre pays. Très bien, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, nous sommes au terme de cette émission. Il faut boucler ce grand rendez-vous, chers invités. Merci d'être venus éclairer l'actualité de votre opinion. Georges Pono était aux manettes pour la réalisation technique de cette émission. Vivi Lavancé et Fridalou. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle édition de ce même programme, si Dieu le veut. Merci à vous. Le grand rendez-vous.